Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Historien du dimanche, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer les recoins fascinants de notre passé. Aujourd'hui, on va prendre notre machine à remonter le temps, non pas pour visiter des champs de bataille ou des cours royales, mais pour plonger au cœur d'un ferment intellectuel incroyable, une pépinière de savoir qui a littéralement changé la face de l'Europe, les grandes universités médiévales. Ah, le Moyen-Âge? Souvent, on l'imagine sombre, stagnant, une parenthèse un peu oubliable entre la grandeur romaine et la lumière de la Renaissance. C'est le cliché tenace de la période obscure. Mais votre historien du dimanche préféré est là pour vous dire que, comme bien des clichés, celui-là est largement faux. Le Moyen-Âge, mes amis, a été une période d'une vitalité intellectuelle étonnante, une époque où l'esprit humain, loin de sommeiller, était en pleine ébullition. Et le symbole le plus éclatant de cette effervescence, c'est bien l'émergence des universités. Imaginez un instant, nous sommes au XIIe, XIIIe siècle. Les villes européennes connaissent un essor formidable. Le commerce reprend, les populations augmentent. Et avec cette nouvelle dynamique, de nouveaux besoins apparaissent. Les rois et les princes ont besoin d'administrateurs compétents, de juristes pour forger leurs lois et renforcer leur pouvoir. L'Église, elle, doit former des clercs, des théologiens capables de défendre la foi, de débattre des grandes questions dogmatiques. Et puis, il y a un afflux massif de nouveaux savoirs, les textes grecs, les œuvres d'Aristote, la médecine d'Hippocrate et de Galien, les mathématiques arabes, tout ça, traduit du grec ou de l'arabe en latin, arrive en Europe via la Sicile ou l'Espagne. C'est une véritable révolution intellectuelle. Jusque-là, le savoir était principalement confiné aux monastères et aux écoles cathédrales. C'étaient des lieux importants, des sanctuaires de la connaissance. Mais ils n'étaient pas conçus pour répondre à cette nouvelle demande, à cette soif de savoir, à cette nécessité de former des professionnels spécialisés et hautement qualifiés. Il fallait quelque chose de nouveau, quelque chose d'organisé, d'autonome. Et c'est là que l'université prend forme. Mais attention, quand je dis université, n'imaginez pas tout de suite de vastes campus avec des pelouses impeccables et des bâtiments en briques rouges. Non, pas du tout. Au début, une université, c'était avant tout une communauté. Une astérisque universitas, en latin, ça veut dire une corporation, une communauté. Il s'agissait d'une corporation de maîtres et d'étudiants qui s'organisaient pour défendre leurs intérêts, pour enseigner et apprendre ensemble. C'est un peu comme une guilde d'artisans, mais pour les métiers de l'esprit. Ces communautés d'intellectuels ont vu le jour spontanément, à la suite de regroupements de maîtres réputés autour desquels affluaient des centaines, puis des milliers d'étudiants avides de leurs enseignements. Pour avoir une existence légale, pour pouvoir délivrer des diplômes reconnus et bénéficier de privilèges, comme des exemptions d'impôts ou le droit d'être jugés par leurs pairs, ces communautés devaient obtenir une charte. Cette charte pouvait venir du pape, de l'empereur ou d'un roi. C'est cette reconnaissance officielle qui transformait une simple école en astérisque studium général, c'est-à-dire une institution dont l'enseignement était ouvert à tous, d'où qu'ils viennent, et dont les diplômes étaient valables partout en Europe chrétienne. Et ça, c'est une idée révolutionnaire. Alors, où sont nées ces premières étincelles du savoir? Parlons d'abord de la plus ancienne, même si son modèle était un peu différent de celui qui allait se généraliser, Salerne, dans le sud de l'Italie. Dès le IXe siècle, Salerne était déjà un centre médical réputé, un carrefour où se croisaient les savoirs grecs, latins et arabes. C'était une école de médecine avant l'heure, qui a rayonné pendant des siècles et dont les méthodes, notamment l'observation clinique, étaient étonnamment modernes pour l'époque. Mais Salerne est restée une école spécialisée, elle n'a jamais vraiment développé les autres facultés. Pour trouver la première véritable université au sens médiéval du terme, avec ses différentes facultés, il faut se tourner vers l'Italie du Nord, à Bologne. C'est là, vers la fin du XIe siècle, que de nombreux étudiants ont commencé à affluer pour étudier le droit. Le droit romain, codifié par Justinien des siècles auparavant, venait d'être redécouvert et suscitait un intérêt passionné. Un maître du nom d'Irnerius, considéré comme le Lucerna Juris, la lanterne du droit, a attiré une foule d'étudiants qui voulaient percer les arcanes de cette science complexe. Et ce qui est fascinant à Bologne, c'est que l'université a été fondée astérisque par les étudiants astérisques. Oui, vous avez bien entendu. Ces étudiants, souvent issus de familles aisées et venant de toute l'Europe, se sont organisés en nations, des groupes d'étudiants originaires de la même région. Ils ont embauché les professeurs, les ont payés, et même contrôlé leurs enseignements. Les maîtres devaient jurer d'obéir aux règlements établis par les étudiants. Imaginez ça aujourd'hui,
C'était un pouvoir étudiant incroyable, un modèle unique qui a eu une influence durable, notamment pour l'organisation des facultés de droit. Mais si Bologne est la mère du droit, Paris est incontestablement la mère des arts et de la théologie, et le modèle par excellence de l'université médiévale. Dès le milieu du XIIe siècle, les écoles de la cathédrale Notre-Dame, de Sainte-Geneviève et de Saint-Victor attiraient des milliers d'élèves, notamment grâce à des maîtres charismatiques comme Pierre Abélard, dont les débats passionnés et la pensée novatrice ont fait couler beaucoup d'encre, et lui ont valu quelques ennuis aussi. Vers 1200, cette multitude de maîtres et d'étudiants finit par s'organiser en une astérisque Universitas Astérisque, qui reçoit sa charte papale en 1215. C'est la naissance officielle de l'Université de Paris. Ici, le pouvoir était entre les mains des maîtres, organisé en 4 facultés. La faculté des arts, qui était un peu le propédeutique, la base de tout l'enseignement, et les 3 facultés supérieures, la théologie, le droit canon, le droit de l'Église, et la médecine. La théologie, en particulier, était la reine des facultés à Paris. C'était le lieu où l'on débattait des plus grandes questions de l'existence, où la raison tentait de comprendre la foi. Des géants de la pensée comme saint Thomas d'Aquin y ont enseigné, laissant une empreinte indélébile sur la philosophie et la théologie occidentale. De Paris, le modèle s'est répandu partout en Europe. En Angleterre, les universités d'Oxford et de Cambridge sont nées de mouvements similaires, avec des maîtres et des étudiants qui se sont regroupés, souvent après des tensions ou des conflits avec la population locale ou les autorités ecclésiastiques. Elles aussi sont devenues des phares intellectuels, avec leurs propres spécificités, notamment le développement précoce des astérisques collèges, ces institutions où les étudiants et les maîtres vivaient et étudiaient ensemble, une particularité qui persiste encore aujourd'hui. En France, d'autres centres universitaires ont émergé. Pensez à Montpellier, qui, comme Salerne, est devenu un centre médical de premier plan, bénéficiant des influences arabes et juives d'Espagne et du sud de la France. Et aussi Toulouse, Angers, Orléans pour le droit. Chacune de ces universités avait sa spécialité, sa couleur locale, mais toutes partageaient cette même ambition, la quête du savoir, l'enseignement, le débat intellectuel. Mais comment se déroulait la vie quotidienne dans ces universités médiévales? C'était loin d'être un long fleuve tranquille. Imaginez des jeunes hommes, oui, à l'époque, les femmes étaient exclues de cet enseignement, hélas, parfois des adolescents de 14 ou 15 ans, débarquant dans une grande ville, loin de leur famille, parlant parfois une langue différente. Les conditions de vie étaient rudes. Les livres étaient rares et chers, copiés à la main, un véritable trésor. L'enseignement était oral, des heures de cours magistraux, où le maître lisait et commentait les grands textes. Pas de diaporama PowerPoint à l'époque, vous vous en doutez. La journée d'un étudiant était rythmée par les cours, mais aussi par les astérisques disputationes astérisques, des débats argumentés où les étudiants devaient défendre une thèse ou une antithèse, aiguisant ainsi leur esprit critique et leur capacité à argumenter logiquement. C'était la pierre angulaire de la méthode scolastique, qui cherchait à concilier la foi et la raison. Mais au-delà des études sérieuses, la vie étudiante était aussi faite de vie étudiante. Les tavernes étaient souvent bondées, les bagarres entre nations, ou avec les habitants des villes n'étaient pas rares, et la pauvreté était une réalité pour beaucoup. Les étudiants étaient soumis à la juridiction ecclésiastique, ce qui les protégeait de la justice laïque, mais les exposait à celle de l'Église, parfois pas plus clémente. Le cursus était long. On commençait par la faculté des arts, où l'on étudiait les 7 arts libéraux. Le astérisque trivium astérisque, grammaire, rhétorique, dialectique, logique, et le astérisque quadrivium astérisque, arithmétique, géométrie, astronomie, musique. Après plusieurs années, on obtenait le baccalauréat ès-arts, puis la maîtrise ès-arts. C'était la porte d'entrée pour les facultés supérieures. Pour devenir docteur en théologie, en droit ou en médecine, il fallait encore des années, parfois une décennie ou plus, d'études et de débats incessants. C'était un engagement de toute une vie. L'impact de ces universités médiévales, mes amis, est colossal. Elles ont créé une élite intellectuelle en Europe, des hommes capables de penser, de débattre, de créer du savoir. Elles ont structuré la pensée occidentale, développé la logique, affiné les méthodes de raisonnement. Elles ont jeté les bases de la science moderne en encourageant l'observation et la rationalité, même si elles étaient souvent subordonnées à la théologie. Elles ont formé des juristes qui ont façonné les systèmes légaux que nous connaissons aujourd'hui. Elles ont donné naissance à l'idée même d'une institution dédiée à la recherche et à l'enseignement supérieur, une idée qui a traversé les siècles et qui est le fondement de nos propres universités actuelles.
Quand vous pensez à votre propre université, à ses amphithéâtres, à ses bibliothèques, à la liberté académique qu'elle défend, souvenez-vous que tout cela, ou presque, a commencé dans les rues boueuses de Paris ou de Bologne, avec quelques maîtres passionnés et des milliers d'étudiants avides de comprendre le monde. C'est une histoire de persévérance, d'ambition intellectuelle et de curiosité humaine qui continue de résonner aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette plongée au cœur des universités médiévales vous a passionné autant que moi. Le Moyen-Âge, vous voyez, était loin d'être si obscur. C'était une époque de construction, d'innovation, et de lumière intellectuelle. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode de l'Historien du dimanche. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Votre soutien est précieux pour que d'autres curieux du passé puissent nous rejoindre. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle aventure historique. D'ici là, portez-vous bien et gardez votre esprit curieux. Au revoir.